On va passer du coup à la dernière partie là, de cette soirée avec la discussion avec vous. J'ai deux questions. La première, c'est que souvent, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier soir, quand on dit les médias sont pas indépendants, on est traité de complotistes. Et notamment quand on parle de Niel, Berger et Pigasse, on n'a finalement pas grand chose à se mettre sous la dent pour vraiment dire non, là ils ont influé sur la ligne éditoriale, là. Donc est-ce qu'il y a un crime à Libé, un crime au Monde que vous pourriez relever et qui prouve qu'on n'est pas complotiste quand on dit Niel, Berger, Pigasse ont la main mise sur... ou est-ce que malheureusement c'est trop diffus et dans ces cas-là, pourquoi justement, alors qu'ils ont cette main mise là, ils ne vont pas plus loin? C'est-à-dire pourquoi on n'a rien vraiment à se mettre sous la dent? C'est ma première question. La deuxième, c'est puisqu'on est partie prenante en tant que lecteur, pourquoi on ne passerait pas à un modèle coopératif ou mutuel dans la possession et dans la gestion de ces médias-là? Est-ce que c'est parce que ça coûte vraiment trop une blinde? Mais en même temps, AXA c'est privé, la Maïf c'est coopératif, et les deux font le même job, et pourtant je suis sûr que AXA ça coûte une blinde. Bonjour, moi du coup j'ai une question que je me posais, c'était par rapport au pluralisme de contenu. Quid des contenus qui ne seraient pas autorisables, par exemple sur des médiums, on va dire d'extrême droite, complotistes, etc. Et est-ce que vous y avez réfléchi? Bon, moi je sais pas trop, je me dis qu'il doit forcément y avoir des règles, mais elles devraient être connues, écrites, elles seraient établies je ne sais pas comment, démocratiquement. Bon. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Qui contrôlerait du coup, on va dire, l'accès au champ de la production d'informations? Alors je vais reformuler exactement la question qui a été posée derrière, mais un tout petit peu plus en détail sur la partie coopérative. Je pense que c'est une proposition qui vient de Pierre Imbert. Que pensez-vous d'une proposition maximale qui consiste à rendre strictement les médias coopératifs des SCOP financés par la cotisation, c'est-à-dire indépendants de l'État? Valeurs Actuelles et Figaro compris. Alors, sur la première question, nous on a toujours été très prudents et de ne pas faire dans le réductionnisme. C'est-à-dire, y compris quelqu'un, on entend beaucoup en ce moment, qui s'appelle Julia Cagé, qui a écrit un livre qui s'appelle Sauver les médias, et qui est invité quand même beaucoup pour, voilà, sur une analyse critique de les formes d'appropriation, et elle met en avant voilà, le fait que comment la propriété privée, ça contribue à dégrader les conditions d'exercice de la profession et la qualité de l'information. Mais évidemment, tout ne se résume pas non plus à la propriété économique. Pour le dire autrement, rien s'explique, enfin tout s'explique, rien ne s'explique sans l'économie, mais tout ne s'explique pas par l'économie, y compris dans la propriété. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où Berger, Niel, Pigasse auraient leurs médias, qui seraient Le Monde, et dedans, ils feraient passer leur ligne politique. Ou Lagardère ferait passer sa ligne politique dans Europe 1. Ou Dassault ferait passer sa ligne politique dans Le Figaro. Ou Bolloré, enfin voilà. Les choses sont toujours plus compliquées que ça. C'est-à-dire que quand tu es propriétaire d'un média qui se veut un média grand public, généraliste, etc., tu peux pas être une brute qui apparaît comme étant le média d'un candidat. Par exemple, d'un candidat à l'élection. C'est-à-dire qu'il faut un minimum tout de même de pluralisme à l'intérieur de ton média. Y compris dans Le Figaro, il y a une forme de pluralisme, un pluralisme des droites, mais il y a une forme de pluralisme. Si vous lisez Le Figaro, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs assez différents quand même, dans le champ de la droite. Voilà, vous n'allez pas trouver beaucoup de trucs qui défendent les propositions d'Acrimed, par exemple. Mais bon... et du coup, les mécanismes... Enfin, nous, on a toujours été contre l'idée que tu aurais cette espèce de modèle schématique de le matin, tu as le propriétaire du média qui passe en conférence de rédaction et qui dit « il faut dire ça ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une orientation éditoriale globale, et après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mécanismes d'autocensure dans énormément de médias. C'est-à-dire de se dire, on ne va pas parler de ça, sinon ça va foutre le bordel avec l'actionnaire, sinon... et voilà. C'est-à-dire, des exemples concrets, tu dis des exemples concrets, et bah, dans Le Monde, quand il y a une enquête qui est publiée, si je ne me trompe pas, par Politis, sur comment Free gère ses salariés et comment c'est une catastrophe, elle n'a aucun écho dans Le Monde. Le
Monde, propriété de Niel, par ailleurs propriétaire de Free. Et donc c'est plus en général par l'absence de quelque chose que par la présence de quelque chose. C'est sur TF1, vous n'aurez jamais des trucs sur l'EPR et les catastrophes qu'il y a dans la construction de l'EPR par le groupe Bouygues, et ça s'est encore fissuré, il y a une fuite, etc. Ça, vous n'en entendrez pas parler. Dans Le Monde, vous n'entendrez pas parler des exploits de Niel. Dans Libération, par exemple, quand ça a été restructuré après la prise de contrôle de Libération par Drahi, par exemple, il y avait un service dédié à la question des télécommunications, un service journalistique dédié à la question des télécommunications. Ce truc-là a été supprimé. C'est-à-dire on ne va plus avoir de gens qui sont spécialisés sur la question des télécoms, parce que sinon on va se retrouver rapidement dans une situation de conflit avec le propriétaire. Donc on a beaucoup de mécanismes en réalité d'autocensure, c'est-à-dire pour être en harmonie avec son propriétaire. Voilà. Et puis est arrivé Vincent Bolloré. Alors en fait Vincent Bolloré, lui c'est vraiment, mais je pense que c'est à l'image d'une évolution du capitalisme en général. C'est-à-dire qu'il y a aussi une mode de gestion des conflits et une mode de gestion du salariat. Je veux dire, quand il y a des gens qui disent on est en train de revenir au 19e siècle, machin, c'est peut-être un peu too much de dire ça, mais dans une façon paternaliste et très violente de gérer les conflits, il y a un truc qui est assez vrai. Et Bolloré, je veux dire, vous lisez le bouquin des Gary Bertz, ou ce qui s'est passé au moment de la grève à télé, ou tous ces trucs-là, franchement, il y a des moments, c'est Zola, quoi. Je vous jure, c'est d'une violence. Et là, pour le coup, Bolloré, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Et y compris sur la censure. C'est-à-dire que Bolloré, c'est des interventions directes. Ça a été dire, on diffuse pas le reportage sur les banquiers qui sont mes copains. On finance pas l'enquête qui risque de mettre, etc. Interdiction dans les JT ou machin de parler de l'enquête sur Bolloré en Afrique. Et là, ça a été fait de manière très brutale, très ouverte. Et c'était d'autant plus révélateur de ce qui se passait avant, c'est que même nous, alors qu'on on est confronté tout le temps à ça, on s'est dit, mais putain, ce type, c'est un ouf, quoi. Il ne fait preuve d'aucune discrétion, et c'était assez... voilà, donc, et je dis tout ça en n'enlevant pas le fait qu'il y a bien entendu des interventions, mais c'est plus dans le recrutement des chefs. Et ça c'est partout, c'est-à-dire où le propriétaire va dire moi je préfère quand même avoir tel directeur de rédaction, tel directeur du journal, tel directeur de la chaîne, d'avoir un des proches qui est chef, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une intervention directe des propriétaires dans les contenus. Mais il y a des mécanismes d'autocensure, et puis il y a des mécanismes de reproduction, tout simplement. Voilà. Mais avec l'ère, entre guillemets, Bolloré, je pense qu'on va vers de plus en plus de trucs assez violents sur l'intervention des actionnaires, le truc de l'Obs, Lancelin qui se fait virer, ce qui peut se passer aussi à France Télévisions, où il y a eu l'affaire du reportage d'Élise Lucet sur l'affaire Big Malion, où là c'est Michel Field qui est directeur d'information, Michel Field qui dit faut pas le diffuser pendant la primaire de la droite parce que sinon on va nous accuser d'être partisans. Alors tu fais le truc le plus partisan possible en expliquant que c'est pour pas être accusé de l'être, quoi. Bref, on est quand même à une ère assez particulière où les motions de défiance se multiplient dans les rédactions, contre les actionnaires, contre les dirigeants, etc. Parce qu'il y a des formes de censure de plus en plus visibles, en fait, qui sont en train d'arriver. Mais non, on n'est pas complotiste. Et j'invite à lire, même s'il est très long et très lordonien, mais le dernier papier de Frédéric Lordon, qui évoque notamment ça, un moment où il prend à partie, entre guillemets, un fact-checker du Monde, et il lui dit, tu devrais plutôt aller fact-checker les médias qui ne parlent pas des agissements de leurs propriétaires, et je pense notamment à Ton Monde, qui a complètement oublié de relayer les enquêtes sur Free. Voilà, et on en est encore dans ce sens-là, mais il n'y a rien de... je pense qu'il faut affronter l'argument du complotisme sans problème, ce qui m'emmène sur la question sur les contenus autorisés, pas autorisables, qui, quoi, comment, pourquoi. Il ne s'agit pas quand on parle de pluralisme et de respect du pluralisme, il s'agit aussi de distinguer deux grands types de médias. C'est qu'il y a des médias qui sont des médias d'opinion, qui sont des médias partisans et qui s'assument comme tels. C'est leur droit. C'est leur droit
Mais alors déjà, ceux-là qui touchent des subventions publiques, c'est quand même un petit problème. Voilà, tout simplement. Et puis qu'une partie d'entre eux soient des médias en fait publics, c'est encore un plus gros problème. C'est-à-dire que si vous faites des stats sur qui sont les invités des matinales de France Inter, en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de représentation des différents secteurs de la société, etc. Parce que le pluralisme, c'est ça aussi, c'est pas juste le pluralisme des idées, c'est représenter les gens. Quand c'est des médias soit subventionnés, c'est déjà un petit problème. Quand c'est des médias publics, c'est un énorme problème. Après, il ne s'agit pas d'interdire ou d'empêcher des journaux, des radios partisanes, quoi que ce soit. Dire là, bon, j'enlève encore ma casquette à fenêtre, parce que c'est une discussion qu'on a entre nous sur l'action de la liberté d'expression, est-ce qu'il faut condamner Zemmour, est-ce que machin. Moi, j'ai une position très chomskienne, quoi. C'est de dire, mais les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Il y a des trucs qui vont peut-être tomber sous le coup de la loi. Bon, voilà. Mais il ne s'agit pas de dire, a priori, telle personne ou telle opinion ne doit pas être admise. Parce que là, on rentre dans un truc complètement fou, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, il y en a que ça arrange de dire que tel truc ne peut pas être dit, mais les mêmes mécanismes pourront servir dans 10 ans à les interdire de parler eux, quoi. C'est un grand classique, comme la dissolution des organisations politiques, c'est comme tous ces trucs-là. On sait que ce genre de loi est toujours utilisé après pour d'autres catégories, de même. Voilà, donc nous, il ne s'agit absolument pas de dire qu'il faut un contrôle et qu'il y a la puissance publique qui dirait à chaque média tu dois inviter un tel. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais à partir du moment où tu es dans un rapport de subvention publique directe ou indirecte, tu dois te conformer à une forme de pluralisme. Et c'est là que rentre en jeu ce que j'appelais tout à l'heure le Conseil national des médias. C'est-à-dire représenté par les salariés des médias, les organisations politiques, peut-être à la proportionnelle des élections, j'en sais rien, ça reste à discuter, et les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, qui seraient chargés de veiller à l'application de ça. Et dernière chose sur les médias coopératifs, effectivement, c'est la proposition très radicale du camarade Rimbert. Lui, en gros, c'est de dire plus d'aide publique pour personne, quoi. Dans le privé. Voilà. Et juste les médias, des médias coopératifs qui seraient la propriété des lecteurs et des salariés des médias, quoi. Globalement. C'est une proposition. Voilà, nous on a eu l'occasion d'en discuter, on a invité Rimbert pour discuter de ça. C'est évident qu'il y a une sous-valorisation aujourd'hui de l'importance de ces médias-là. Vraiment. Des médias dits coopératifs, et une sous-valorisation de finalement la force intrinsèque de ce modèle économique. Mais au bout d'un moment, Mediapart, c'est pas un média coopératif, par exemple, c'est-à-dire ça a été, il y a un financement, c'est un truc par action, etc. Mais le slogan de Mediapart, qui est de dire « seuls nos lecteurs peuvent nous acheter », à un moment donné, ça fait sens aussi. C'est dire le truc de coopératif, c'est aussi une garantie d'une certaine indépendance, d'une certaine autonomie, et de ne pas être subordonné ou dépendant de la puissance publique ou de pouvoir privé. Après, dire il faut que tous les médias passent sur le modèle coopératif, moi je ne suis pas de ceux qui vont jusque-là. Voilà, je ne suis pas de ceux qui vont jusque-là. Et je pense que le risque qui est derrière ça, et là je ne sais pas que je discute avec Rimbert, hein, c'est un truc plus général, le risque qui est derrière ça, c'est de tomber dans ce que nous on essaye de combattre à Crimet depuis longtemps, c'est de dire les médias alternatifs ne sont pas une alternative aux médias. Voilà, c'est-à-dire que il existe des grandes télés, des grandes radios, etc., un service public, toutes ces choses-là, et qu'il ne faut pas renoncer au combat pour transformer ces structures qui existent. Faut pas lâcher la proie pour l'ombre, quoi. Faut pas renoncer à ce combat-là au nom de écoutez, un autre journalisme est possible, la preuve il existe déjà, donc développons celui-ci. Et de pas les mettre en contradiction. Et c'était ça l'idée que j'ai évoquée très rapidement, de dire le service public d'information et de la culture, il doit reposer sur deux pôles, le secteur public en tant que tel et le secteur coopératif associatif, voilà, mais les deux jambes.
qui peuvent parfaitement se compléter, en jouant pas forcément le même rôle, mais en étant dans un cadre qui favorise le développement de ces médias dits associatifs, coopératifs, y compris avec des facilités entre guillemets financières. Par exemple, Rimbert, il dit toutes les aides publiques à la presse devraient aller aux médias coopératifs et à but non lucratif. Bah, je pense que c'est un truc qui se défend. Mais ça ne signifie pas que tout devrait devenir ceci, quoi. Voilà. Moi j'aime bien Rimbert, mais je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Alors je vais donner un exemple intéressant. Il y a encore quelques années, les deux journaux qui ont mal tourné, c'est-à-dire Libération et Le Monde, avaient une certaine autonomie, parce qu'ils ne dépendaient pas à l'époque de grands groupes. Et pourquoi ça a mal tourné? Pour des raisons économiques. Il était arrivé le moment où ils ne s'en sortaient pas. Ils s'en sortaient pas, et ils ont dû être effectivement rachetés par les grands capitalistes. Même un journal très honorable comme Politis, qui a gardé lui son âme, de temps en temps, il se tourne vers des gens aussi fréquentables, qui sont les mutuelles et autres, pour avoir un peu d'argent, pour mettre un peu au bout. Sinon, il serait cassé la figure de diable depuis très longtemps. Bref, la réalité économique de la presse écrite, en tous les cas, est que ce n'est pas rentable. Que s'il n'y a pas effectivement une aide publique importante, on n'arrivera pas à s'en sortir. Alors tout ça pour dire que ce que tu as dit, hein, à savoir qu'il y a un double financement, me semble la seule solution. Et l'aide publique devrait... Bon, ce que tu as dit après, il faudrait que ça respecte un certain nombre de critères, qui n'est pas le cas actuellement, mais sans aide publique, la grande presse en France n'existerait déjà plus, mais malheureusement. Quand on parle de concentration des médias, faut parler d'histoire, parce que les médias actuellement se concentrent pour faire des grands groupes économiques. Et y compris que les chambres rédactionnelles sont achetées par les mêmes, c'est-à-dire Bolloré s'achète une ligne complète de médias, réduit le nombre de journalistes à l'intérieur des sous-médias, des sous-titres, mais qui donnent des aides à la presse, capte toutes les aides à la presse des autres titres qu'il achète. Et c'est pour ça qu'ils se rachètent. Donc en fin de compte, c'est pour ça qu'on voit cette concentration. Et c'est vrai que c'est là où pose le problème. Il faut stopper à un nombre, je ne sais pas, à 3 ou 4 titres. Et à partir du moment où le 5e ne peut plus être aidé. Parce que sinon, les chambres de rédaction des 5, 6, 7e ou 8e, c'est plus des chambres de rédaction. Hein. C'est tous le même journal, on met les mêmes journalistes qui écrivent les mêmes articles, et on vend ça quand même en faisant croire aux gens que c'est des journaux différents. C'est ce qui se passe beaucoup dans la concentration actuellement, et c'est ce qu'il faudrait expliquer dans le truc. Parce que c'est un abandon de l'État, par le biais du transport par exemple. Dans le transport de la presse, avant, les journaux étaient transportés gratuitement, quasiment, hein, par le train. Et ça a été abandonné. Donc, tous ces journaux qui n'étaient plus transportés gratuitement, évidemment, ils ne pouvaient plus vivre, ils se sont fait racheter. Donc, c'est vrai que se pose, à mon avis, un grand débat politique sur la finance, en fin de compte, de cette presse. Moi, j'avais plusieurs questions à poser qui sont parfois un peu techniques. Parce que il y a quelques questions dans le projet d'Acrimed que j'aurais bien aimé qu'on creuse, donc notamment sur la question du Conseil national des médias. Donc tu nous as dit que c'était dans la proposition un endroit où on représentait à la fois les professionnels, les usagers et pourquoi pas les organisations politiques. J'ai vu notamment par exemple dans le projet du Front de Gauche ou de la France Insoumise, le projet c'est plutôt de proposer un Conseil national des médias qui soit désigné par le Parlement. Donc quels en seraient justement les inconvénients et pourquoi est-ce que justement c'est important d'avoir un Conseil national des médias qui soit en gros aux mains des salariés et des usagers? Et qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme compétences qui soient contraignantes au-delà de chartes éthiques, puisque des chartes éthiques ils peuvent en exister aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on permet que ça change complètement la profession? Puisqu'on l'a bien dit à plusieurs reprises dans la soirée, il y a à la fois vraiment une question donc, sur la propriété, tout le monde est revenu là-dessus, la propriété des médias, mais il y a aussi vraiment une question sur comment est-ce qu'on transforme les habitudes professionnelles, les façons de travailler, comment est-ce qu'on fait pour que les journalistes ne travaillent plus par raccourci? Et donc, est-ce qu'il y a aussi dans le projet d'Acrimed quelque chose qui permet aussi de travailler par là, ou est-ce qu'on pense que c'est simplement la transformation des usages, le fait d'avoir des médias qui ne procéderont pas plus par l'urgence, qui laisseront de la place à l'investigation, qui vont faire que progressivement ça va peut-être se rétablir?
Alors, l'autre question que j'avais, c'est, moi j'avais cru lire quelque part dans le projet d'Acrimed, quelque chose sur les créations d'un statut de médias sans but lucratif. Est-ce que ce sont des médias associatifs? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et quelles sont les différences justement par rapport au scope? On l'a un peu abordé tout à l'heure. Et enfin, dernier petit point, j'avais aussi vu dans la proposition de service public des médias d'Acrimed quelque chose sur la mutualisation des moyens de production, d'impression et de diffusion. Comment est-ce que ça fonctionnerait et qu'est-ce que ça permettrait? Voilà, puisque ça me paraît être aussi un des moyens qui permettent de développer d'autres médias. Bonsoir. Moi j'ai un vrai problème avec le cas d'ITélé et je pense qu'on en a déjà largement débattu chez Acrimed. J'ai un problème avec le cas d'ITélé parce qu'en fait on a parlé beaucoup de capital, mais on n'a pas beaucoup parlé, et c'est pour ça que je trouve que l'intervention juste avant est intéressante, du travail. J'ai pas été parmi les premiers à me réjouir de ce qui se passait chez iTélé, mais exactement comme à l'Express, quand ils sont rachetés par Drahi, ils s'étonnaient, alors qu'on nous vend du néolibéralisme depuis des années, d'être racheté par un patron néolibéral qui met en application exactement la ligne politique et économique qu'on lui connaît. Je trouve que c'est d'une naïveté sans nom. Après, la seule chose qui, moi, m'embête, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a 85 personnes qui ont été virées. Parmi les gens qui ont été les meneurs de la contestation à iTélé, il y a notamment, je ne connais pas son nom, un des présentateurs qui est un monsieur barbu, qui lui n'était pas parmi, enfin je veux dire, c'était pas du journalisme très percutant. C'était un présentateur comme tous les autres présentateurs qui présentaient à peu près tout ce qui se faisait. Après, ce qui m'amusait aussi dans iTélé, dans la grève qu'il y a pu y avoir, c'est qu'ils nous ont diffusé en boucle pendant toute la journée, les 31 journées du temps où a duré la grève, ils nous ont diffusé en boucle des reportages qu'on voyait très peu d'habitude et qui, pour le coup, étaient plutôt pas mauvais. Et ils ont repris le soir du deuxième tour des primaires de la droite en refaisant de la merde. Donc, grosso modo, en fait, le truc qui est assez amusant dans l'histoire d'ITélé, c'est-à-dire qu'avec 85% de moins, là, pour le coup, c'est l'expression totale du libéralisme, on fait de l'optimisation. Avec 85% de moins, on est capable de faire fonctionner une rédaction qui produit toujours autant de la merde. Donc, le vrai problème que j'ai, moi, c'est sur le travail des médias. C'est-à-dire que le côté, on a souvent eu ce parallèle, et je crois que c'est toi Julien qui a fait sur les réseaux sociaux ce parallèle, avec les gens en disant, quand on défend les gens de PSA, on n'est pas en train de lutter sur le fait qu'ils fassent des voitures ou pas. Mais justement, moi c'est cette question-là qui se pose, c'est la question du travail, de l'utilité sociale du travail. Je pense notamment au bouquin que viennent de sortir Siran et Brigaut. D'accord, oui, c'est dommage que, et je les ai suivis, que PSA soit Aulnay soient tous virés et qu'on mette 2600 personnes dehors, avec des drames sociaux qui sont absolument atroces. Mais en même temps, on le voit bien aujourd'hui, pic de pollution, c'est des gens qui fabriquent des voitures qui servent un peu plus à polluer. Donc s'il n'y a pas, et là pour le coup on parle de scope, d'autogestion ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a des propositions qui sont intéressantes et comment on peut y accéder de façon à ce que les journalistes aient un propre regard sur la manière dont ils produisent eux-mêmes l'information pour ne pas tomber dans ces phénomènes d'autocensure et de fait de finir par produire exactement la même chose, avec en plus des dérives qui sont, et là je vais juste rajouter une petite chose sur ce que tu disais sur le CSA et sur les moyens de contrôle, le type qui, expert police, justice de BFM TV, qui donne la place des gens dans le frigo à l'hypercachère, il a juste eu une petite tape sur la main, il est encore, on le voit à tout, dès qu'il y a le moindre incident partout, on le voit toutes les 5 minutes. Et il continue de nous déballer son expertise, il aurait dû donner directement le numéro de téléphone du mec qui était dans le frigo, ça aurait été plus simple comme ça. Je vais commencer par la fin sur iTélé et autour de iTélé. Il y a plein de questions qui rentrent en jeu. Il y a un truc, enfin pour moi de base, qui est de regarder c'était quoi le contenu de la plateforme revendicative des salariés d'iTélé. Moi c'est ça mon point de départ. Qu'est-ce qu'ils demandaient ces gens à iTélé? Ils demandaient d'avoir un directeur de la rédaction et une rédaction qui avait les moyens de son indépendance vis-à-vis de l'actionnaire.
Ils demandaient une vraie charte éthique, déontologique, etc. Ils demandaient, parce que c'était pas la première grève à ITélé, il y en avait une de 4 jours en juin, il y avait aussi des questions sur les conditions de travail. C'est-à-dire qu'il y avait eu une grève en juin sur le fait qu'ils avaient dégagé des dizaines de CDD, etc., etc. Donc globalement, ce que demandaient les gens d'ITélé, c'était de pouvoir faire leur boulot dans des conditions à peu près correctes et en ayant une certaine indépendance vis-à-vis de leurs actionnaires. Moi, c'est le point de départ. Et quand je vois ça, je me dis, mais en fait, ça fait partie de plein de trucs que nous, on revendique de manière générale pour l'ensemble des médias. Donc c'est quand même compliqué. Au moment où des journalistes se mettent en mouvement dans un média et reprennent, alors c'est pas ils sont allés sur le site d'Acrimed, ils se sont dit, bah, c'est excellent. Je veux dire, ils sont partis de leur vie quotidienne comme tout salarié qui commence à se mobiliser. Et puis ils se sont dit, bah, c'est ça qu'il nous faudrait, ça. Là, c'est quand même compliqué, une fois que ça commence un peu à se passer, de toi dire, ouais, mais en fait, vous, votre chaîne, c'est de la merde, donc désolé, on va pas vous soutenir, quoi. Voilà, et nous, la position qu'on a prise dans Acrimed, dont tu la connais, mais je le dis voilà, pour tout le monde, c'était de dire, on a un soutien critique à cette grève, mais un soutien critique, parce qu'on dit clairement, nous, on n'a pas tagué « je soutiens ITélé ». Non, nous, on a soutenu les salariés d'ITélé en grève, ce qui n'est pas exactement la même chose, en fait, symboliquement quand même. C'est pas de soutenir la chaîne, c'est pas de dire on défend cette chaîne pour ce qu'elle est, parce qu'elle est indispensable dans le paysage, ou ce genre de truc, mais dire voilà, on a presque une centaine, enfin plus d'une centaine de salariés des médias qui se battent, et en plus, enfin je veux dire, il y avait une portée symbolique de cette grève, enfin je veux dire, qui a donné une visibilité au monde des salariés des médias, et c'est pas étonnant les milliers de messages de solidarité qu'ils ont reçus de la part de confrères, consoeurs, tout ça, journalistes, salariés des médias, c'est parce que c'était, ça y est, ils l'ont fait quoi. Il y a quelqu'un qui a osé le faire, et en plus face à Bolloré, ce qui est... Voilà, donc il y avait aussi cet aspect symbolique là. Après, dans un deuxième temps, entre guillemets, se pose la question de est-ce qu'on pense qu'une chaîne d'information en continu, c'est un modèle au-delà du truc économique, est-ce qu'on pense que c'est quelque chose qui est... enfin, est-ce qu'on pense que ce n'est pas structurellement producteur de mauvais trucs Et bien pour moi, la démonstration a été faite que non, par ITélé, pendant la grève. Parce que l'information en continu, ça veut dire fournir de l'information de manière continue, que c'est l'objet de la chaîne. Ça ne veut pas dire informer dans l'urgence. Ça ne veut pas dire vouloir être le premier à réagir sur le moindre fait d'actualité. Ça veut dire proposer des programmes d'information de manière continue. Et tous les reportages qui sont passés, effectivement, qui étaient des formats 12 minutes, 15 minutes, 18 minutes, qui sont passés pendant la grève à ITélé, pendant la journée, bah, c'est des trucs en fait que tu peux voir. Moi, je suis un grand téléspectateur d'ITélé, j'avoue. Voilà, chacun sait. Enfin, j'ai ITélé avec le son et France Info sans le son. Voilà, parce que j'aime bien la maquette de France Info. Les couleurs sont assez jolies. Voilà, c'est un truc, je suis obligé de le dire à chaque fois que je fais une intervention pour Acrimed. Voilà, c'est une punition. Mais c'est vrai, je le pense vraiment. En fait, ces reportages-là, tu pouvais les voir sur ITélé le samedi matin, le samedi après-midi, tard le soir, ou toutes ces choses-là. Et derrière ces reportages, il y a en fait une bonne partie des gens qui étaient en grève, quoi. C'est-à-dire des gens qui vont à Alep, ou qui voulaient aller à Alep, des gens qui ont fait des super reportages à Jérusalem, des gens qui ont fait des reportages d'enquête un peu sociale en France, enfin tout ça, ça existe quoi. Sauf que la question c'est quelle hiérarchie au sein de la chaîne. Est-ce que le programme, le produit d'appel, c'est l'interview par Michael Darmon et Jean-Jérôme Bertolus, quoi. Ou est-ce que le produit d'appel, entre guillemets, bah, c'est de dire, bah, nous, toute la journée, on diffuse des reportages. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un modèle alternatif, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la question de l'information en continu, de ce que ça veut dire, et de ce que ça provoque comme dérive, parce qu'effectivement c'est la catastrophe en réalité, parce que comme ils se regardent entre eux, il y a machin, donc vite, il faut reprendre, il faut réagir, mais finalement, ce qui est derrière ça, bah, c'est la question de la rentabilité, la financiarisation et tout ça.
C'est-à-dire que c'est clair qu'une chaîne qui... Et de nouveau, il ne s'agit pas d'être dans le truc élitiste, de dire nous on veut des reportages vachement bien léchés sur ceci en permanence. C'est pas ça. Mais c'est de dire, à un moment donné, ce qui doit gouverner dans la hiérarchisation des programmes, c'est pas la rentabilité de la chaîne ou du média ou de je sais pas quoi. C'est qu'est-ce qu'on veut offrir. Voilà, qu'est-ce qu'on proposait comme offre. Qu'est-ce qu'on veut proposer comme offre en termes de contenu. Et ben, je dis pas que la grève AITélé posait ces questions-là, mais que derrière, il y a quand même tout ça. Et les 85 qui sont partis d'ITélé, ils sont partis d'ITélé. Ils sont partis. C'est-à-dire ils n'ont pas été virés. De même qu'à Canal, ils n'ont pas été virés. À part le zapping, l'équipe du zapping, les autres gens sont partis. Sont partis parce qu'on les a mis dans des situations où ils ne pouvaient que partir. C'est-à-dire on les a mis dans des placards, on leur a enlevé toutes les attributions qu'ils avaient, et puis on leur a fait des chèques énormes à Canal+. Ce que je disais tout à l'heure sur le problème qu'il y a dans le fait que les grands groupes qui possèdent des médias soient des groupes pour lesquels les médias finalement aient une activité marginale en termes d'argent, c'est qu'ils ont la possibilité déjà de... Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent tenir un mois de grève, hein. En vrai. Pourquoi Bolloré peut tenir un mois de grève sur iTélé ? Parce que c'est pas de là où il fait son argent. Tout simplement. Pourquoi Bolloré peut sortir des dizaines de millions d'euros pour acheter les gens qui partent de Canal+, et acheter leur silence? Parce que les gens qui sont partis de Canal avec une prime, enfin une prime de départ, hein, je ne vais pas dire qu'ils ne la méritaient pas ou quoi que ce soit, signaient une clause de non-dénigrement. Donc c'est soit tu restes dans ton placard, et tu vas finir par crever sur place parce que tu peux pas faire ce que tu veux, soit tu t'en vas avec un gros chèque, mais par contre tu signes un papier qui dit que tu n'as pas le droit de critiquer la chaîne, que tu n'as pas le droit de critiquer son actionnaire, et que tu n'as pas le droit de révéler les conditions dans lesquelles tu es parti. C'est ça qui s'est passé à Canal+. Tous les départs là, un peu de gens un peu connus, etc., ils sont partis avec des chèques énormes, mais aussi la clause de non-dénigrement. Ce qui m'amène à la question du Conseil national des médias, qui, quoi, comment, etc. Un conseil, nous, ce qu'on entend par Conseil national des médias, et la différence avec l'idée qu'il serait élu par le Parlement ou je sais pas quoi, c'est que, comment dire, il doit y avoir une représentation politique, clairement. Voilà, à l'image des rapports de force politiques tels qu'ils existent. Enfin voilà, parce que c'est une question démocratique. Et nous, on pose même la question, je ne rentre pas dans le détail, mais de constitutionnaliser le Conseil national des médias. C'est-à-dire de dire, l'information, c'est un droit au même titre que plein d'autres droits. Un Conseil national des médias qui serait en charge, alors en charge de quoi ? En charge, par exemple, si on imagine des modes de financement, une réforme des aides publiques, etc., qui sera en charge de la répartition de cet argent dans les différents médias. Voilà, ça pourrait être une des attributions de ce Conseil national des médias, qui serait en charge d'observer et de veiller à ce que les législations dans les médias soient appliquées. Voilà, de même qu'il existe des conseils en charge de vérifier que la loi est appliquée, que je ne sais quoi, que vérifier que les législations, etc., les chartes déontologiques, soient réellement appliquées, avec un pouvoir, alors ça il faut discuter, soit de signalement auprès de la puissance publique, soit de contraintes directes vis-à-vis de ceux qui ne le respectent pas, et pas le CSA qui tape sur les lois, voilà, c'est-à-dire une possibilité. Moi, je suis pas fan de sanctions, punir, tous ces trucs-là. C'est pas du tout mon kiff. Mais c'est dire juste au bout d'un moment, s'il y a des lois concernant les conditions de travail des salariés, concernant la répartition de l'argent, concernant les programmes, la variété, le pluralisme, tous ces trucs-là, il faut un organe indépendant, voilà, qui n'est pas juste le pouvoir politique en place. Qui est un truc qui associe les publics, les salariés des médias et la représentation politique, et voilà, et qui fasse un travail de veille, d'information et d'intervention quand il le faut. Et la question de la répartition, par exemple, des sous, et pas un petit détail dans les attributions que pourrait avoir ce conseil. Ce qui m'amène sur
les journalistes, les habitus, comment ils peuvent changer, tout ça. Parce qu'en fait, c'est lié à tout ça. C'est au bout d'un moment, l'habitus du journaliste, il ne se construit pas qu'à l'école de journalisme. Il se construit dans le paysage médiatique dans lequel tu exerces ta profession. Et quand ce qui est valorisé dans la profession, c'est le journalisme hyper réactif, c'est le journalisme hyper productif, c'est le journalisme où tu fais des clics sur tes articles, sur tous ces trucs-là, au bout d'un moment, les gens intègrent, consciemment ou inconsciemment, un certain nombre de normes professionnelles qui se modifient. Nous, on a fait un dossier, il y a quelques numéros dans le magazine, le trimestriel d'Acrimed, Médiacritique, sur l'information internationale. Par exemple, étudier la place du journaliste international, entre guillemets, dans la hiérarchie des normes du journaliste est vachement intéressante. C'est-à-dire que les grands journalistes dont on nous parle tout le temps, Hemingway, Jack London, Orwell, etc., étaient des journalistes, Albert Londres, c'était des journalistes internationaux. C'est-à-dire le statut du journaliste international était quand même un truc waouh, hyper respecté, quoi. Il y a encore un peu de ça vis-à-vis du journaliste de guerre qui ose aller dans les zones de conflit, etc. Mais à l'intérieur des rédactions, enfin, les journalistes internationaux, mais maintenant tout le monde s'en fout, quoi. Dire, ils bossent sur des trucs, ça n'intéresse personne. Comment tu dis ton pays là, ouais, je sais pas, ça intéresse s'il y a une catastrophe, s'il y a une guerre, s'il y a je sais pas quoi, si on peut faire un truc qui visuellement sera beau, ou je sais pas. Mais ce qui est hyper valorisé petit à petit, c'est le journalisme économique, c'est le journalisme de commentaires politiques, c'est tous ces trucs-là. Mais c'est pas une fatalité. C'est lié à l'évolution du paysage médiatique et il y a une modification des habitus, ce qui fait que petit à petit, il y a de moins en moins d'étudiants en journalisme qui veulent devenir journalistes internationaux parce que c'est dévalorisé, parce qu'on sait qu'il y a très peu de place, parce que tu n'auras pas de sous, parce que voilà, et donc ça transforme petit à petit le corps en lui-même. Donc la réflexion sur les habitus, c'est aussi une réflexion sur comment les structures modifient les normes internes, l'organisation interne, le type de hiérarchie, qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est pas juste une réflexion sur les écoles et la formation, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que tout ne se joue pas dans l'école ou la formation des journalistes. C'est qu'au bout d'un moment, tu es formé pour un truc qui existe, qui est réellement existant. Et ben de même que dans l'université ou dans l'éducation nationale en général, on peut constater, déplorer, oui, il y a de moins en moins d'étudiants qui font de la recherche pure et de plus en plus de gens qui vont dans les filières professionnalisantes, etc. Ben, c'est parce que ça correspond aux évolutions aussi des, entre guillemets, débouchés. Et ben dans le milieu du journalisme, c'est pareil. Et je dis ça sans dévaloriser, enfin, on se comprend, hein, c'est pas de dire les filières professionnalisantes ou le journalisme politique, c'est de la merde, c'est pas ça. Mais c'est de montrer que, voilà, en fonction des évolutions de l'ensemble de la société, il y a des évolutions au sein des champs, aussi autonomes soient-ils. Avant-dernière chose, et qui, bon, j'essaie vaguement de faire que les trucs s'enchaînent, mais sur les médias sans but lucratif, les médias associatifs, moi je ne suis pas expert, très clairement, hein, je vous le dis, sur les différences entre ces différents, enfin voilà, les nuances et tout, mais l'idée du média, des médias à but non lucratif, c'est que ça regroupe un ensemble de médias très divers, qui peuvent être associatifs ou pas, par ailleurs, un ensemble de médias très divers qui n'ont pas pour objectif, voilà, de rapporter de l'argent, qui ont pour objectif premier et commun entre tous ces médias de produire de l'information, de produire des contenus, etc. Après, quelle forme de propriété ils ont, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement associatifs, ils ne sont pas nécessairement coopératifs, etc. Bon, je ne vais pas prendre d'exemple parce qu'après, en plus, c'est filmé, tout ça, et ils vont dire que j'ai pas parlé d'eux, et pourquoi tu as parlé d'eux et pas d'eux, et tout ça. Parce que ce petit monde est quand même très, parfois aussi à couteau tiré. Mais, bon, non, je ne rentre pas dans le détail, mais pour le dire simplement, la forme de propriété ne détermine pas forcément les contenus et la qualité, quoi. Voilà, pour le dire très simplement. Et que c'est aussi pour ça qu'il faut faire ce distinguo. Voilà, je m'arrête là. Oui, non, tout dernier mot, je vais conclure par ce par quoi j'avais commencé sur cette intervention-là.
parce que c'est par rapport à iTélé. Parce que pour moi, ce qui s'est passé à iTélé, ce qui s'est passé autour d'iTélé et ce qui ne s'est pas passé autour d'iTélé, par ailleurs, c'est une leçon de choses. C'est-à-dire que l'intervention, plutôt la non-intervention de la puissance publique dans cette histoire est juste, enfin, c'est hallucinant quand même ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il paraît que le ministère du Travail et le ministère de la Culture et de la Communication sont intervenus pour trouver une issue au conflit, comme il disait, à iTélé. Sauf que quand vous voyez le protocole d'accord qui a été signé, enfin, en gros, il n'y a aucune revendication des grévistes qui a été satisfaite. Et c'est pas pour rien qu'il y en a 85 sur 120 qui sont partis. Donc, la puissance publique, son intervention, s'est limitée à ça. À finalement accompagner l'actionnaire dans son entreprise de mise au pas d'une rédaction et dans son entreprise de destruction, il faut le dire clairement, destruction d'une chaîne. Et la question que ça pose derrière ça, finalement, quel est le statut de l'information et de la culture dans une société, quoi. Voilà, c'est ça qui est derrière, fondamentalement. Est-ce qu'on considère que ça en vaut la peine, quoi, et que ça vaut la peine d'aller au conflit, et que ça vaut la peine d'aller à la confrontation, et oui, de s'en prendre à la sacro-sainte propriété privée, et ouais, de se faire des ennemis puissants, et ouais, de ne pas plaire à certaines forces sociales, conservatrices, ou même pseudo-progressistes, ou ce genre de choses. Voilà, ça concentre des débats de société, parce que l'information et la culture, parce que quand on dit information, c'est aussi la culture, parce que l'information et la culture, c'est pas un petit truc, quoi. C'est pas un petit truc, et on parle en fait, on parle du rapport au monde, quoi. On parle de ton être au monde quand on parle de l'information et de la culture. C'est comment tu le perçois, comment tu le vis, qu'est-ce que t'en sais, qu'est-ce que t'en sais pas, comment tu l'imagines, comment tu te construis là-dedans. Donc c'est pas une petite affaire, et c'est pour ça que c'est aussi des gros enjeux politiques, et pas que économiques. Je le redis une dernière fois, c'est pas que des enjeux économiques derrière. Pour énormément de grands groupes privés, s'acheter un média, c'est pas pour faire du fric. C'est pour s'acheter des influences politiques, c'est pour s'acheter des marques, c'est pour utiliser le média pour faire tourner la boîte dans son ensemble. C'est pas une volonté de faire du fric avec le média, parce que ça reste un secteur qui, à part les grandes chaînes de télévision et encore, est quand même assez peu rentable. Et c'est pour ça que c'est vraiment une question politique. C'en est une démonstration très, très concrète. Les enjeux qu'il y a derrière ça, et le fait que des puissances d'argent soient prêtes à aller au carton très loin et à se faire la guerre entre elles pour un secteur pas rentable, bah, ça dit quelque chose quand même. Et je m'arrête là. Bien, merci Julien. Je vais laisser la parole à Mathilde pour conclure. On va dire que la prochaine causerie aura lieu le 16 janvier. Et on invitera Damien Carême, qui est le maire de Grande-Synthe, hein, qui est une commune à côté de Calais et qui s'occupe de l'accueil des réfugiés. Et justement, ce sera une causerie autour de cette question de la migration et de l'accueil possible que l'on peut faire, essayer de trouver un autre moyen d'accueillir. Voilà. Et ben, je vous remercie encore beaucoup tous et à bientôt.